251 arbres géants. Le frère de Jenna est devenu fou? La rage de Lumion monta en flèche. Non pas parce qu'il était en colère contre l'autre partie et pensait que sa force mentale était trop faible pour s'effondrer si facilement dans la folie, mais parce qu'il entendit à nouveau le rire moqueur du destin. Il a remarqué hier que Julien se reprochait la mort d'Élodie et montrait des signes de repli sur lui-même, mais c'était loin d'être de la folie. Même s'il était confronté à des problèmes psychologiques à l'avenir, il se prolongerait et ne provoquerait pas une dépression instantanée. À moins qu'il ne se soit passé quelque chose hier soir qui ait porté un nouveau coup dur à Julien. Maudit destin. Franca a partagé la surprise. Hier, elle avait prévenu Jenna de garder un œil sur l'état mental de son frère, mais elle ne s'attendait pas à ce que Julien perde la tête si vite. Pour autant qu'elle sache, c'était un jeune homme résilient. Il était en bonne santé et ses émotions ne seraient pas facilement affectées ou déclencheraient des tendances dangereuses. Il serait normal qu'il s'isole ou se laisse aller pendant un moment, mais une panne complète en une nuit semblait peu probable. Jenna avait évoqué le penchant de Julien pour l'extrémisme, mais c'était pour le bien de leur famille. Avec sa sœur toujours en vie, accablé de dettes et désireux de devenir chanteur underground, il était évident que Julien persisterait et travaillerait dur pour partager la charge jusqu'à ce que les dettes soient remboursées. Si ses problèmes psychologiques persistaient jusque-là, il pourrait s'effondrer ou se suicider en silence. Cela a amené Franca à soupçonner que Julien avait été de nouveau agité la nuit précédente. Elle avait des inquiétudes similaires concernant la décision de la mère de Jenna de se suicider, mais elle s'est abstenue d'en parler pour éviter de contrarier Jenna. Franca comprenait les sentiments et les choix d'Élodie, mais le suicide lui semblait trop précipité et impulsif, comme si quelque chose avait influencé ses émotions. Avant de transmigrer dans ce monde, Franca avait lu de nombreux rapports de cette nature. Elle savait que le tourment de la pauvreté, l'auto-accusation d'avoir accablé la famille de dettes, la peur d'être incapable de travailler et l'amour pur et désintéressé pouvaient conduire une personne optimiste dans une situation désespérée, l'amenant à se sacrifier. Cependant, de telles affaires impliquaient généralement une période de lutte interne avant d'être mises en œuvre. Après tout le monde avait la volonté de survivre et tenait compte des sentiments de ses proches. Même s'il n'était pas impossible de se suicider après avoir compris les circonstances, les chances étaient plutôt faibles. Franca a spéculé sur deux possibilités. Premièrement, la mère de Jenna pourrait avoir été psychologiquement affectée par sa condition physique. Deuxièmement, l'explosion de l'usine chimique pourrait avoir fait partie des motivations du secrétaire, du député Rhône et d'autres. Les fluctuations émotionnelles anormales et généralisées qui en résultent pourraient être liées à ces événements. Julien est-il dans une situation similaire? Franca tourna son regard vers Jenna, qui s'approcha de la chambre 207 en sanglotant. Que s'est-il passé? Julien a été viré, a déclaré Jenna, son expression remplie de ressentiment. Tout simplement parce qu'il n'est pas allé à l'usine hier après-midi. Mais qui pense au travail alors que sa mère vient de décéder? Après avoir quitté l'hôpital, il s'est immédiatement rendu chez son maître pour demander un congé, mais celui-ci lui a remis un avis de licenciement. Il était apprenti depuis 1 an. Merde. Jura Franca. Ne peuvent-ils pas simplement déduire un peu d'argent? Sont-ils sans cœur? Aucun membre de leur propre famille ne meurt. Ils ont dit qu'il fallait le demander à l'avance. Cela ne pouvait pas être fait après. Jenna essuya ses larmes. Julien est tombé en panne ce matin. Il a pleuré comme un enfant, se culpabilisant et exprimant sa peur de perdre son travail. J'ai attendu qu'il soit épuisé de pleurs et qu'il s'endorme avant de me précipiter à votre recherche. Je suis d'abord allé rue des Blouses Blanches mais je n'y ai trouvé personne, alors je suis venu ici. Pendant qu'elle parlait, ses mots serpentaient, comme si un flot d'émotions avait déferlé en elle et avait besoin d'être libéré. Franca poussa un soupir de soulagement. Cela ne semble pas trop grave. Cela ressemble plus à une dépression majeure. Croyez-moi, un véritable psychiatre peut guérir complètement votre frère. Je vais vous fixer un rendez-vous tout de suite. Pendant que Franca parlait, elle se tourna et se dirigea vers l'escalier. La colère dans le cœur de Lumion s'est intensifiée. Oublier de demander un congé, se faire virer le jour même où il en faisait la demande, succomber à de nouvelles perturbations et sombrer dans la folie. Tout cela semblait trop fortuit. Enculé de Termiboro. Moder fastérisque ker inévitabilité. Lumion se tourna vers Jenna et dit sèchement. Rendons visite au propriétaire de l'usine et au maître de votre frère. Jenna a pincé les lèvres et a répondu simplement. D'accord. Lumion la dépassa et suivit Franca dans les escaliers, ses yeux bleus ardents brûlants de détermination. À ce moment-là, les paroles de la psychiatre Madame Suzy ont résonné dans son esprit. Rappelez-vous toujours de ne pas réagir de manière excessive. Chaque fois que vous ressentez une vague d'émotions similaires, respirez profondément et retrouvez votre calme. Lumion prit une profonde inspiration, ressentant un sentiment d'alarme. Face à la folie du frère de Jenna et aux cruelles railleries du destin, il aurait dû être en colère et protester, mais il n'aurait pas dû laisser sa rage le consumer complètement. Presque simultanément, derrière Lumion, l'expression de ressentiment de Jenna s'est transformée en une expression calme. De quelque part, elle a sorti un poignard vert brunâtre, ressemblant à une lame fabriquée à partir de branches d'arbres plutôt que de métal. Sa surface était ornée d'écorces disposées selon des motifs complexes. D'un mouvement rapide,
Jenna poussa le poignard vers le dos de Lumian. Réagissant rapidement, Lumian se tordit le corps, évitant de peu un coup fatal. Le poignard trouva prise entre son épaule et son dos, faisant couler du sang. Jenna bondit en arrière avec agilité, tandis que le sang cramoisi de la blessure de Lumian coulait abondamment, comme un feu cramoisi. L'écorce du poignard vert brunâtre de Jenna semblait prendre vie, absorbant avidement le sang de Lumian. À ce moment-là, les muscles du visage de Jenna se sont tordus, la rendant méconnaissable pour Lumian et Franca. En un instant, elle s'est transformée en une fille enchanteresse et éthérée, c'est très captivant. Les pupilles de Lumian se dilatèrent lorsqu'il reconnut l'imposteur. Charlotte Calvino. Charlotte Calvino, l'actrice principale du théâtre de l'ancienne cage à pigeons. Charlotte se fondait parfaitement dans son environnement, évitant facilement la boule de feu cramoisie de Lumian. Au milieu de l'explosion tonitruante, la porte de la chambre 207 s'est effondrée. L'actrice a ri et a dit « Vous avez rapidement repris vos esprits. Je n'ai pas pu vous éliminer directement. Mais cela n'a pas d'importance. Nous n'avons besoin que d'une petite partie de votre sang. » Sur l'avenue du Marché, devant l'immeuble de 4 étages de couleur kaki qui abritait le bureau du député, Jenna entra dans la salle de banquet avec perplexité. Devant ses yeux se trouvait une gamme de desserts exquis, de plats savoureux et de verres de boissons aux couleurs vives, répartis sur de longues tables. Dans un coin de la salle, un petit orchestre symphonique jouait une mélodie apaisante, accompagnée de l'éclat étincelant d'un lustre en cristal et des doux rayons du soleil entrant à travers les fenêtres. Parmi la foule se trouvaient des individus vêtus de vestes marron, de chemises en lin et de tenues quelconques du quartier du Marché, semblant plutôt déplacés au milieu de l'opulence du banquet. Certains se tenaient dans un coin, leurs expressions vides, tandis que d'autres regardaient les objets luxueux avec ressentiment. Certains consommaient de la nourriture dans un état de confusion, tandis que d'autres savouraient le champagne avec enthousiasme, savourant le goût d'une affaire réservée à la haute société. Instinctivement, Jenna se retira dans un coin faiblement éclairé, son expression impassible alors qu'elle observait silencieusement tout ce qui l'entourait. Pendant ce temps, au 4e étage du bureau du député, Hugues Artois, vêtu d'un frac noir et d'un nœud papillon bleu foncé, les favoris marbrés et le nez proéminent, se tenait derrière une fenêtre, surveillant le quartier du Marché. Ce lieu chaotique et désuet appartenait à son royaume. Monsieur le député, pourquoi organiser un banquet de condoléances et inviter ses plébéiens? Rhône, portant des lunettes à monture dorée et des cheveux soigneusement peignés, a demandé avec confusion. Hugues Artois sourit. C'est le devoir d'un député. Avant de prendre une autre identité, je dois remplir mes obligations. Et de plus, en offrant mes condoléances et mon aide aux personnes en deuil en ce moment, je laisserai une impression durable dans leur esprit. Ils pourraient devenir mes fidèles disciples à l'avenir. Le moment venu, leur conversion sera plus facile. Cassandra aux cheveux rouris. Ils resteront inconscients du fait que c'est vous, un député, qui leur avez apporté le malheur, la douleur et le désespoir. Ils ne percevront que l'attention et l'inquiétude d'un personnage de haut rang, satisfait de vos promesses. Le secrétaire Rhône hocha la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. Monsieur le député est à leurs yeux une figure estimée qu'on ne peut qu'admirer de loin. Ils n'osent pas l'approcher ni l'interroger, encore moins nourrir des soupçons, exprimer leur colère ou nourrir leur haine. Tant qu'il n'y aura pas d'organisation parmi eux, ils n'oseront jamais résister. Hugues Artois a ri et a déclaré « C'est justement pour cela qu'il faut semer la division entre eux, alimenter leur animosité les uns envers les autres. » Sur ces mots prononcés, Hugues Artois tourna son regard vers la fenêtre ensoleillée et murmura pour lui-même. Ceux sous l'arbre mère du désir ont dû déjà commencer leurs actions, je présume. Rue Anarchie, juste à l'extérieur de l'auberge du Coq Doré. Sans avertissement, le sol s'est ouvert et le centre s'est effondré, prenant plusieurs vendeurs au dépourvu. Ils tombèrent dans l'abîme, leurs cris brusquement réduits au silence. Un arbre colossal vert brunâtre surgit des profondeurs, ses branches s'étalant dans toutes les directions. S'étendant sur plusieurs pâtés de maisons, il a pris au piège l'auberge du Coq Doré dans son étreinte verdoyante. Le couple en fuite, au milieu de leur dispute verbale, s'est retrouvé une fois de plus engagé dans son passe-temps favori. Anthony Reed, l'intermédiaire d'information, s'est réfugié sous une table en bois branlante, tremblant de façon incontrôlable. Pendant ce temps, Pavard Nisson, le propriétaire du bar souterrain, prenait son carnet de croquis, buvant une gorgée d'alcool tout en dessinant avec une expression de profonde inquiétude. L'immense arbre vert brunâtre continuait de pousser, sans relâche.